Perfect Blue est un film dérangeant, émouvant mais surtout réaliste. Il est de ces films que l'on regarde innocemment mais une fois fini, on se sent déboussolé, marqué d'une trace indélébile. Avant même d'analyser l'histoire, j'aimerais traiter de son esthétique. Dès la première scène, nous voyons 3 espèces de Power Rangers s'habiller en bleu, rouge et vert. Ce sont des couleurs qui apparaissent régulièrement durant le film, notamment dans la scène juste après. On se concentre brièvement sur 2 garçons qui courent, l'un en rouge, l'autre en bleu. Bien que le titre du film est Perfect Blue, la couleur dominante du film est irrévocablement le rouge. Il est très présent, vif et saturé. Il contraste inlassablement avec le bleu. On le voit avec les 2 garçons, les couleurs du poisson de Mima, l'enceinte bleue dans l'ascenseur ou encore avec les couleurs des écriteaux. Ces 2 couleurs s'organisent toujours en parallèle, le bleu étant l'homologue du rouge. On découvre ensuite Mima, une idole japonaise du groupe de musique pop Cham. Tous les membres sont vêtus d'un rose doux et candide ainsi que de froufrous, de dentelles et de nœuds. On joue sur l'archétype de l'innocence féminine, ce qui construit leur image. Peu de temps après, on apprend vite que Mima a décidé de quitter Cham pour entreprendre une carrière d'actrice. Le rose devient alors symbole du passé de Mima, de son image d'idol pop qui lui colle à la peau. Tout le long du film, on observe que cette période rose la traque, à tel point qu'elle ne sait plus qui elle est, son identité est fragmentée et sa perception distordue entre réalité et illusion. Mima rentre chez elle et regarde par la fenêtre. À ce stade, on ne voit rien d'inhabituel, juste son reflet. Au fur et à mesure de la progression dans le film, les miroirs et les reflets expriment l'état mental changeant de Mima, brouillant les frontières entre réel et hallucination. Outre son rôle dans l'évocation d'une identité fragmentée, le reflet aborde un autre thème, celui de la dualité entre identité publique et privée. Tel un miroir, le visuel devient frontière ou peut-être pont entre le monde extérieur et le monde intérieur. Il reflète simultanément la vie publique et la vie intime de Mima, comme un écho dédoublé d'elle-même. Pour appuyer cette tension entre le soi public et le soi privé, on observe que les moments de Mima sur scène sont baignés de lumière rouge vive, presque agressive. Ces instants s'alternent avec des scènes de sa vie quotidienne qui sont curieusement en bleu. Cette opposition visuelle illustre la dualité du personnage. Mima porte du bleu lorsqu'elle fait ses courses, et l'arrière-plan de cette scène intime est lui aussi teinté de tons froids. Pourtant, au fil de sa déambulation dans le supermarché, des touches inquiétantes de rouge surgissent, menaçant la frontière entre privé et public, comme un signal d'alerte qui trouble cette dichotomie. C'est justement ce contraste entre quotidien réaliste et banal et ce rouge insistant qui rend ce qui suit d'autant plus troublant. Lors d'une performance de Mima, la foule masculine reprend aussi ce code chromatique. Bleu et rouge portés seuls ou entremêlés. Les visages sont dessinés avec peu de détails, conférant à cette masse l'allure d'un culte aveugle et indistinct. Une nouvelle facette de l'identité de Mima se révèle. Cela arrive précisément lorsqu'elle annonce son retrait du personnage d'idol pop douce et innocente pour se tourner vers celui plus dramatique d'actrice. Juste avant cette annonce, un agent de sécurité à l'apparence abjecte pointe sa main en direction de Mima, créant l'illusion qu'elle danse dans sa paume. Son regard flou sur les bords force Mima à se définir davantage. À cet instant, elle semble lui appartenir, un jouet animé dans le creux de sa main. Ce personnage étrange, fasciné par la performance, se révèle être Memania, de son vrai nom Mamoru Muchida, un fan obsessionnel. Lorsqu'il est blessé dans une bagarre en s'interposant avec des fauteurs de troubles, une nuance de rouge, celle du sang, vient se mêler à la thématique de la violence et de la menace. Ensuite, un plan montre Mima regardant Memania, comme si elle lui était reconnaissante. Mais ce regard ne semble exister que dans l'imaginaire de Memania, car un plan presque identique le contredit. Le visage de Mima n'exprime rien de tel. Après la performance, elle reçoit une lettre de fan, rose avec un cœur rougeâtre, peut-être un nouvel avertissement. C'est aussi la première mention de Mima's Room. C'est un fan dans la foule qui hurle « Je suis toujours en train de regarder Mima's Room ». De retour chez elle, dans son appartement, le montage s'attarde statiquement sur les objets qui l'entourent, révélateur de sa personnalité. Les peluches et les coussins en forme de cœur suggèrent une innocence persistante, presque infantile chez cette jeune femme de 21 ans. Une image qui est en conflit avec son désir d'être perçue comme une actrice sérieuse et adulte. Si le rouge attire immédiatement l'œil, le bleu est tout aussi omniprésent dans sa chambre. De son poisson à ses vêtements en passant par son lit et divers autres objets, le bleu est là. Quant à sa signification, je crois que le blue du titre peut faire référence à l'état de dépression dans lequel elle sombre. Ou alors, comme il représente couramment la mer et le ciel dans la culture japonaise, il peut représenter le calme et la pureté. On perçoit cette teinte bleutée, cette tristesse voilée lorsque Mima, habillée de bleu, retire l'affiche de Cham de son mur.
mur. Geste discret mais lourd de sens. Peut-être cherche-t-elle à effacer l'image de Mima, l'idole rose du passé, qui sourit encore joyeusement depuis le poster. Le rouge, à l'inverse, comme déjà évoqué, devient un signal de danger. Mais associé au miroir et au reflet, il semble aussi symboliser l'état mental vacillant de Mima, sa descente progressive vers la folie. Ce rouge de l'anxiété réapparaît lorsque Mima lit les lettres de ses fans sur un fond majoritairement rouge. L'une d'elles constitue la deuxième mention inquiétante de Mima's Room. J'aime toujours regarder la chambre de Mima. J'ai mis un lien vers la chambre de Mima. Fin de citation. Dans l'appartement de Mima, la télévision diffuse une nouvelle glaçante. Un tremblement de terre a fait 200 morts. Ce détail semble presque hors de propos, et c'est précisément ce qui le rend glaçant. Comme si cela reflétait le désintérêt grandissant de la société pour la réalité, au profit d'un culte fade et déshumanisé des célébrités. C'est à ce moment que sa mère l'appelle. Mima revient brièvement à son dialecte natal d'Hiroshima et confie. L'image d'idol pop m'étouffe. Fin de citation. Encore une fois, ce simple échange met en relief le fossé qui sépare l'image publique et la réalité intime. Peu après, elle reçoit un second appel silencieux, à l'exception d'un souffle angoissant. Immédiatement après, Mima reçoit un fax visant à l'insulter. Traîtresse. L'appel et le fax marquent les premiers signes tangibles de la paranoïa et de la confusion mentale croissante chez Mima. À partir de là, réalité et illusion commencent à se mêler, non seulement pour elle, mais aussi pour nous, spectateurs. Inquiète, sentant qu'on pourrait l'observer, elle se tourne vers la fenêtre. La perspective se déplace alors vers l'extérieur. À nouveau, le bleu et le rouge s'opposent visuellement. Presque toutes les fenêtres alentour émettent une lumière bleue, froide, uniforme, sauf celle de Mima, baignée d'un rouge chaud. Ce contraste souligne le danger qui plane au-dessus d'elle. Mais ce bleu omniprésent évoque une ambiance clinique, glaciale, presque inhumaine. Il laisse aussi planer l'idée qu'un harceleur pourrait se cacher à vue, dissimulé dans l'ordinaire. La scène de la fenêtre se lit directement au plan suivant, où la voix de Mima s'entend en surimpression. Elle déclare « Qui êtes-vous » On découvre ensuite qu'elle est sur un plateau de tournage pour une série télévisée intitulée Double Bind. Donc cette phrase « Qui êtes-vous » était la première réplique de son personnage. Mais cette phrase a une résonance bien plus large. Elle devient une question à multiples facettes. Une adresse directe au harceleur, une confrontation avec l'illusion qui la hante, ou encore un cri intérieur de Mima elle-même, tiraillé entre Mima l'idole et Mima l'actrice. La série dans laquelle Mima joue s'intitule Double Bind, un titre révélateur puisqu'il signifie double contrainte. Une sorte de dilemme. Il reflète les deux exigences contradictoires entre lesquelles Mima est prise au piège. Si elle reste une idol pop innocente, elle ne deviendra jamais une actrice reconnue. Mais si elle abandonne cette image lisse, elle trahit Rumi, sa manager, et déçoit ses fans. Quoi qu'elle fasse, Mima semble condamnée à une impasse. Elle est prise dans un piège sans issue. C'est alors qu'une autre couleur clé dans Perfect Blue fait son apparition, le blanc. On le remarque d'abord lors d'une dispute autour du futur de Mima, entre Rumi et Tadokoro qui est aussi son agent. Faut-il qu'elle continue à chanter en parallèle de sa carrière d'actrice? Le blanc réapparaît aussi dans la chemise que Mima porte sur le plateau. À ce moment-là, le blanc évoque la pureté de l'image qu'elle projette encore, blanche comme un lys, virginale, encore figée dans une innocence qu'elle tente pourtant de quitter. Outre les vêtements, le blanc se manifeste aussi dans l'éclairage brutal du plateau. Bientôt, Mima devient complexée, voire obsédée, par les rires et murmures de l'équipe autour d'elle. Elle se demande, se moque-t-il de moi? Me juge-t-il? Son angoisse s'exacerbe et se demande si une idole de second plan comme elle peut devenir une actrice accomplie. Ainsi, les lumières deviennent le reflet de sa perception déformée, résultat de la pression croissante et de la crise identitaire qui s'installe peu à peu en elle. Une silhouette sombre qui semble être celle de Memania surgit à l'arrière-plan. C'est alors qu'une lettre rose destinée à Mima explose. Après cet incident, Rumi aide Mima à installer un ordinateur qu'elle vient d'acheter. Dans Perfect Blue, les éléments technologiques, fax, appareil photo, ordinateur, télévision, téléphone, tout cela s'entrelace à la vie quotidienne. Elle s'étend à un écosystème multimédia plus vaste. Je crois que c'est pour traiter de la commercialisation et de la consommation de la culture pop japonaise. Une fois Rumi partie, Mima clique sur le lien menant à Mima's Room. Un journal intime en ligne. D'abord soulagée, elle découvre un récit à la première personne. Apparemment inoffensif, il retrace sa carrière de chanteuse et des moments banals de son quotidien. Mais l'arrière-plan rouge du site et le pyjama qu'elle porte éveillent un malaise. Au fil de la lecture, le site dévoile des détails troublants. La marque de lait qu'elle achète, ses pensées les plus intimes, tout est exposé. Le rouge, reflet de son propre effarement, amplifie le sentiment d'anxiété, de danger et la folie qui semble s'insinuer peu à peu.
Les frontières entre le monde extérieur et l'intimité de Mima deviennent de plus en plus floues. L'ordinateur devient un portail rendant ces moments privés accessibles à tous. Et si nous, spectateurs, savons que Mima n'est pas l'autrice de ses écrits, les lecteurs du site, eux, l'ignorent. La réplique la plus marquante du film retentit de nouveau, celle de Mima dans Double Bind. « Qui êtes-vous » répétée 7 fois, comme un écho lancinant de son trouble intérieur. Peu après cette scène de Double Bind, une autre séquence de la série apparaît. Des mannequins défilent sur un podium, photographiés comme des déesses, incarnations d'images fantasmées. Des flashs de lumière blanche qui crépitent se prolongent dans le plan suivant. Un gros plan sur un autre photographe. Mais cette fois, il ne s'agit plus d'un défilé. Ces flashs capturent l'image d'un mannequin décédé. Ainsi, la performance rejoint la mort. Une juxtaposition qui résonne avec l'anxiété croissante de Mima. Mima se rend ensuite à son agence. Dans l'ascenseur, elle découvre une coupure de journal. On peut y lire « L'homme qui avait perturbé un concert de Cham est dans un état critique après un délit de fuite. » Alors que les portes se ferment, elle croise furtivement le regard de Memania. À l'intérieur, Mima retrouve Cham, son ancien groupe, désormais un duo et célébrant leur succès. Ce contraste ravive la pression qu'elle ressent. Mima veut briller comme une actrice, mais son image d'ancienne idole freine sa métamorphose. Son agent lui propose de rompre définitivement avec cette image en tournant une scène d'agression sexuelle pour la série. Ce que Mima accepte. Rumi, figure maternelle, tente de la dissuader, une nouvelle fois protectrice. Mais sa décision est prise. Le scénario est relié par une couverture rouge, comme un avertissement. Cette scène, bien que fictive, entraînera Mima plus profondément dans la folie. Dans la scène suivante, dans un train, Mima se demande si elle a fait le bon choix. Cette décision commence à affecter son psychisme. Dans la vitre, elle aperçoit son reflet. Non pas elle-même, mais l'idole Mima, signe tangible de la dissociation à venir. Dès ce moment, Mima adopte des tenues au ton plus froid, tandis que son double halluciné conserve les teintes chaudes de son passé d'idole. L'idole Mima, choquée, proteste. Elle dit « Je refuse catégoriquement de le faire ». Après tout, c'est vrai. Pourquoi les actrices doivent-elles franchir des limites psychologiques, offrir leur corps entier pour être prises au sérieux comme artistes ? Malgré cette rébellion intérieure, Mima poursuit son chemin. Lors du tournage de la fameuse scène, elle porte une robe blanche aux détails rouges. Pureté mêlée de folie, juxtaposée à l'idée de souillure et de déchéance, ressentie à travers la voix de son autre moi. Cette robe évoque la version plus pâle de sa tenue d'idole, un idéal pastel de féminité. En la dépouillant de cette robe, c'est symboliquement sa pureté, son statut d'idole innocente qu'on lui arrache. Son identité se trouve ainsi exposée, marchandisée comme le montrent de nombreux écrans où son image est projetée. Non seulement elle est réduite à une marchandise, mais elle est aussi dévalorisée. Malgré le professionnalisme des acteurs, leur excuse entre les prises et les assurances de Mima disant qu'elle va bien, elle continue à vaciller intérieurement. Cette instabilité psychologique devient le catalyseur de sa chute, un effondrement inévitable vers la perte de raison. Mima est poussée au-delà de ses limites, au sens propre comme au figuré, la tête penchée, posture qui accentue sa rupture avec la réalité. Les coupes sont rapides, hachées, décousues, encapsulant l'horreur et le désespoir de Mima. Bien que le spectateur sait que Mima n'a pas réellement été violée, la scène est si réaliste que même son agent recule, pétrifié. Rumi, témoin impuissante de la mort métaphorique de Mima, s'enfuit en larmes. Mima commence à vaciller. Son regard se fixe sur les lumières du plateau. La lumière blanche fusionne avec elle alors qu'elle s'échappe mentalement de cette scène fictive en s'imaginant idole à nouveau. Cette lumière écrasante semble représenter un fantasme, celui d'une Mima restée pure, intacte, auréolée de succès. Ainsi, les lumières deviennent symboles d'identité, de perception, de performance. Dans sa tentative de fuite intérieure, Mima semble idéaliser le monde de la pop comme un espace de pureté face à l'industrie du cinéma perçue comme sale. Après cette scène, Mima est seule dans sa loge, entourée de miroirs. Elle porte du noir, négatif du blanc, en deuil de sa propre innocence. Son agent, rongé par la culpabilité, la raccompagne. Son appartement est plongé dans l'ombre. Seuls des éclats rouges marquent la pièce, signe visuel d'une folie naissante. Mima tente de nourrir ses poissons, mais les croit morts. Elle s'effondre devant leur silence. Ces poissons symbolisent sa pureté disparue. Mais ce qu'elle pleure, ce n'est pas leur mort, c'est la sienne. Elle pleure d'avoir été poussée sur scène, d'avoir été manipulée, privée de toute autonomie. Pour elle, il n'y a plus de retour possible. Et pour ses fans, Mima est désormais, pardonnez-moi de l'expression, mais gâchée. Peu après, alors qu'elle voit son double, l'idole Mima, la narguer depuis l'écran de son ordinateur, 2 poissons nagent dans l'aquarium. Ils étaient vivants. Si ces poissons incarnent 2 versions de Mima,
Cela renforce, selon Kon, le créateur du film, l'idée d'une lutte intérieure pour la survie. Mais Mania, tout comme Mima, baigne dans l'illusion. Il est l'incarnation des dangers du culte de la célébrité. Sa chambre, tapissée d'images de Mima, révèle qu'il n'est pas un simple fan, mais un individu dérangé. Son obsession dérape au fur et à mesure que Mima s'éloigne de l'image idéale qu'il idolâtre. Incapable de distinguer la réalité d'une construction médiatique, Mania prend pour vérité une illusion qui n'a jamais existé. Il est une manifestation de la paranoïa croissante de Mima. Son existence semble refléter la manière dont le monde extérieur déforme, contrôle et poursuit Mima à travers son image. La scène controversée propulse la carrière de Mima. De retour sur les plateaux, elle change. L'ancienne Mima est morte. La nouvelle adopte des vêtements sombres, un maquillage rouge, intense, des tenues plus provocantes. Parfois, elle porte du blanc. Mais ce blanc ne symbolise plus la pureté. Il souligne désormais le contraste entre ce qui est pur et ce qui est sale, d'autant plus qu'elle finit par l'abandonner. Cette scène fictive de viol donne une naissance à une Mima virtuelle qui semble de plus en plus réelle. Mima retourne sur Mima's Room, où s'affiche « Aidez-moi ». Sur l'écran, son double apparaît. C'est la vraie Mima qui a écrit ça. « Tu veux redevenir une idole, je le sais ». Fin de citation. Elle la traite de sale et de ternie. Pendant ce dialogue, les couleurs de l'arrière-plan changent. Bleu, vert, rouge. Ce sont les couleurs de Cham et des Power Rangers du début. C'est le pic de la persécution. Le double de Mima grandit, émerge de l'écran entouré de lumière blanche. Le double revendique. Tu ne peux pas revenir sous les projecteurs. À partir de maintenant, je serai dans la lumière et toi dans l'ombre. Si ce double est le fruit de l'esprit de Mima, sa violence verbale révèle une misogynie intériorisée. Mima se punit de ce qu'elle perçoit comme une perte de pureté. Elle est sa propre juge la plus sévère. Les couleurs fragmentent son identité. Bleu, vert et rouge, les trois couleurs de Cham sont aussi les composantes du spectre lumineux. En lumière combinée, elles produisent le blanc pur. Sans Cham, Mima n'est plus entière. Isolée, elle est plongée dans un rouge de folie, éloignée du blanc idéalisé de l'idole Mima. Dans un parking, le scénariste Takao Shibuya entend une chanson. Peux-tu voir les ailes blanches de l'ange ? Quand l'ascenseur s'ouvre, il révèle une chaîne stéréo bleue sur un sol rouge saturé. Les couleurs deviennent vives, criardes, soulignant la descente de Mima dans un monde factice. Le scénariste meurt peu après, tué hors champ. Ses yeux sont le symbole de la manière dont il a projeté sa propre vision sur Mima. En les perdant, c'est cette objectification qui est punie. Alors que Cham s'apprête à monter sur scène, une rumeur circule. Mima serait de retour. Mais Mania, présent sur les lieux, zoome sur une affiche où un vide persiste entre les deux autres idoles. L'endroit où Mima se tenait autrefois. Elle apparaît ensuite en voiture, à cette place précise, troublée par la mort du producteur. Les vitres se teintent de rouge et l'idole Mima illusoire chuchote. Bien fait pour toi. Ce que les gens veulent, c'est que tu sois une idole. On décale ensuite sur scène. Mima performe avec Cham. Mais Mania filme, extatique. Le public d'abord hésitant finit par applaudir. Les deux autres membres pourtant semblent préoccupés, mal à l'aise. Est-ce Mima ou Rumi ? Rumi, qui a interrompu une conversation juste avant la scène, semble avoir pris sa place. Cela expliquerait la gêne des deux idoles restantes. Un message de Mima's Room apparaît. Je me suis bien amusée à chanter avec vous tous. Rumi aurait pu l'écrire. Ou peut-être est-ce une hallucination de Mima. Malgré son discours moralisateur, l'idole Mima est entourée d'un public exclusivement masculin. Leurs performances sont elles-mêmes une forme d'abus. Une chasteté mise en scène érotisée et monnayée. C'est clairement visible dans leurs chansons. Je vais en citer quelques paroles. Restez la même pour toujours, être la femme qui vous correspond. Ou encore, cette douce voix, ces mains douces n'existent que pour vous. Fin de citation. La pureté devient un produit, et peu importe que Mima choisisse la voix d'actrice ou celle d'idole, l'exploitation est omniprésente. On assiste par la suite à des scènes floues, incomplètes. Un photographe pervers la traque à nouveau. Il semble qu'elle ait été contrainte de se déshabiller une seconde fois. Mais une autre photo la montre habillée. Dans les coulisses, son agent tente de la faire sortir des toilettes. On ne sait si Mima s'y est réfugiée avant ou pendant la séance photo. Mais on la voit hurler dans une baignoire. Plus tard, Mimania achète frénétiquement tous les exemplaires du magazine. Rempli d'images de Mima, il bascule, confondant encore réalité et illusion. Sur internet, il erre dans Mima's Room, son échappatoire. Même les affiches commencent à lui parler. L'idole Mima apparaît sur ses épaules, auréolée de lumière. L'autre Mima est une imposture. Tu es le seul en qui je peux avoir confiance, dit-elle. Mimania en vient à la conclusion que, pour sauver Mima, il doit se débarrasser de la Mima actuelle.
Ces scènes révèlent l'envers toxique de la culture fan et montrent comment Internet devient un lieu où les fantasmes prennent des allures de réalité. Perfect Blue était à bien des égards en avance sur son temps. À l'ère des réseaux sociaux, le film semble plus pertinent que jamais, ayant anticipé les dérives inquiétantes du monde numérique. Une grande partie de son propos résonne chez les spectateurs contemporains. De plus en plus, les gens font l'expérience d'une dépersonnalisation numérique. Habitants du cybermonde, nous tissons désormais notre identité entre réel et virtuel. Pour certains, le moi projeté en ligne l'emporte sur l'identité réelle. Autrefois réservée aux célébrités, cette double vie est devenue le lot commun. Chacun sculptant sa propre image, façonnant méticuleusement une performance identitaire. Mais à qui la destinons-nous? Et dans quel but? Ne devenons-nous pas tous un peu Mima? Ce besoin de perfection dans l'autoreprésentation est encore plus cruel pour ceux qui vivent sous les projecteurs. Les réseaux sociaux semblent avoir intensifié la pression. Les inconnus se sentent désormais autorisés à réclamer une part de la vie intime des personnalités publiques. Mima est ainsi jugée, scrutée, attaquée par ses propres fans qui prétendent l'aimer. Ce qui effraie le plus peut-être, c'est que la différence entre une célébrité avec une équipe derrière elle et un simple créateur en ligne tend à s'estomper. La frontière entre réalité et fiction elle aussi s'efface peu à peu. Même l'intimité d'un lieu privé, la chambre de Mima, est envahie. Le bleu du titre peut évoquer la mélancolie du film, bien que Cohn ait expliqué qu'il a simplement conservé le titre du roman original. Car en effet, le film est inspiré d'un roman nommé Perfect Blue. Il trouvait que le titre était mystérieux et évocateur. Rien ne nous empêche toutefois de chercher un sens personnel. Le ciel bleu du film pourrait symboliser l'état d'esprit de Mima. Plus le temps devient flou, plus les cieux s'assombrissent. Sur le tournage de Double Bind, les nuages menaçants et les lueurs rouges accentuent la folie montante. Yoko, le personnage principal incarné par Mima, confie: je ne sais plus rien de moi-même. Narratrice peu fiable, Mima elle-même semble ne plus rien comprendre à ce qui l'entoure. Satoshi Kon joue volontairement avec notre perception. À travers les mots de Yoko, la vie de Mima résonne. J'ai peur que mon autre moi fasse quelque chose à mon insu. L'idée d'un double illusoire prend forme. Un personnage rassure Yoko. Les illusions ne peuvent pas prendre vie. Pourtant, peu après, Mima aperçoit Memania sur le plateau. Lorsqu'elle retrouve ses anciennes partenaires de Cham, elle voit l'idole Mima. Elle panique, l'arrière-plan se teinte à nouveau de rouge. Quand l'idole Mima s'éloigne en sautillant, Mima la poursuit. À travers des parapluies sombres, bleus et noirs, un seul parapluie rouge tranche dans la masse. Juste avant que Mima ne croise un camion conduit par Memania qui la percute. Mima se réveille. Était-ce un rêve? La télévision diffuse un reportage économique. Rumi, vêtu de rouge, couleur du danger, vient lui rendre visite. Leur conversation rappelle mot pour mot un dialogue précédemment entendu sur le tournage. Rumi répète « Les illusions ne peuvent pas prendre vie ». Mima se réveille à nouveau. Le même reportage passe à la télévision. Rumi revient. Mais quelque chose cloche. Si hier était un autre jour, pourquoi voit-on les mêmes images à l'écran? Ce détail perturbe Mima, à tel point qu'elle en brise sa tasse. Plus tard, en lisant le journal en ligne Mima's Room, elle découvre qu'elle serait allée faire du shopping à Harajuku. Exténuée, elle accepte cette version des faits. C'est Internet qui lui apprend qui elle est à présent. Dans Double Bind, Yoko est atteinte d'un trouble dissociatif de l'identité. Ce diagnostic fait écho à l'état mental de Rumi, qui se révèle être l'autre harceleur. Un plan s'élargit, le photographe obscène qui avait exploité Mima regarde Double Bind sur la télévision. Le détective y dit « Les illusions ne tuent pas ». Ce à quoi le docteur répond « Et si cette illusion trouvait quelqu'un à posséder ?» Quelqu'un, sans doute Rumi, déguisé en livreur, tue le photographe. La scène se joue littéralement sous les projecteurs de Double Bind. Un masque de théâtre japonais apparaît au mur, symbole d'un rôle emprunté, d'un visage emprunté. Mais tout cela est-il réel? Peut-être est-ce Mima elle-même qui a commis le crime? Ou s'agit-il des visions délirantes de Rumi? La confusion demeure. Mima se réveille, tremblante. La paranoïa monte à mesure que la réalité se dérobe. Les informations confirment la mort du photographe. Dans son armoire, Mima trouve des indices la liant au meurtre. Sur le tournage, elle incarne à nouveau Yoko, debout, au-dessus d'un corps. L'acte semble inverser les rôles. Victime ou bourreau? Mima se réveille encore. Cette fois, elle n'est plus sur son lit mais est de retour sur le plateau. Yoko croit être une actrice nommée Mima. Son traumatisme l'a poussée à créer une personnalité refuge. Ce n'est plus Mima qui joue Yoko, mais Yoko qui joue Mima. Un personnage demande « Où est la Yoko d'origine ?» Le docteur répond « Yoko n'est plus qu'un personnage de drama. » Le doute s'installe. Et si Double Bind n'était pas une fiction mais la réalité? Le tournage terminé, Mima va se changer. Une collègue lui dit étrangement « Je rêve bientôt ». Rumi, de son côté, entend de l'agent de Mima qu'elle jouera encore dans des scènes douteuses. Une lumière blanche éclaire Rumi, rappelant l'aura irréelle de l'idole Mima.
Puis un plan sur une agression. Mais Mania tente de tuer Mima. Il veut la préserver pure en l'éliminant. Paradoxe cruel. Mima le repousse, le frappe. Cette scène paraît moins brutale que l'agression jouée dans Double Bind. Est-ce parce qu'elle est elle-même fictive? Cela renforce la théorie d'une inversion des réalités. La foule applaudit. Mima est-elle sur le plateau? Rumi la reconduit ensuite chez elle, mais l'appartement n'est pas le sien. Tout est reconstitué. L'illusion devient totale. Mima se retourne. L'idole Mima est là. Elle est vêtue de rouge, non plus de rose. C'est la première fois que la vérité est réellement reflétée. Rumi partage la même dualité que Mima. Ex-idole devenue manager, elle a cultivé l'image de Mima, jusqu'à la confondre avec elle-même. Déchue, vieillissante, elle vit par procuration. Mima l'a trahie en devenant actrice. Alors Rumi tente de la remplacer, quitte à l'effacer. S'ensuit une course-poursuite. Mima aperçoit son reflet. Ce n'est plus une illusion. C'est elle. Rumi le brise. Et ce reflet fracassé libère Mima de son identité brisée. Rumi projette sur elle ses propres insécurités, la traitant de vieille imposteuse sale. Mima hurle ceci. Je suis Mima. Affirmant enfin avec force une clarté nouvelle. Son identité n'est ni définie par son statut d'actrice, ni par celui d'idole. Dans un geste décisif, Mima arrache la perruque de Rumi et la jette dans une boutique. Ce geste provoque un profond trouble chez Rumi, qui, concentrée sur la perruque tombée, s'empale contre une vitre. Elle se retrouve face à son propre reflet brisé. Mais là où le miroir a permis à Mima de se libérer de ses illusions, il achève de fracasser la psyché de Rumi. Son identité scindée ne pourra plus jamais être recollée. C'est sans doute la raison pour laquelle c'est la dernière fois que nous voyons le vrai reflet de Rumi. Tenant sa perruque, Rumi titube dans la rue. Elle la remet lentement sur sa tête, redevenant l'idole Mima. Soudain, elle s'avance dans un camion lancé à pleine vitesse. Ses phares inondent le cadre. Rumi, dans sa folie, accueille la lumière comme si elle montait sur scène. Les bras ouverts, elle s'offre à la lumière comme à un ultime public. Mais Mima bondit et la pousse hors du danger. Les phares s'éteignent peu à peu, ramenant la scène à la réalité. Le rideau tombe. Beaucoup s'accordent à dire qu'imposer une interprétation unique à Perfect Blue irait à l'encontre de l'intention de Satoshi Kon. Son film cherche à désorienter. Il nous entraîne dans un tourbillon de ruptures temporelles, de faux semblants et de réalités fragmentées. Il ne donne pas de réponse claire, il invite à douter. Parmi les lectures possibles, la plus répandue est celle où Rumi serait le véritable cerveau. Atteinte d'un trouble dissociatif de l'identité, elle serait aussi la créatrice du site Mima's Room et aurait manipulé Memania pour attaquer Mima. Après l'échec de cette tentative, c'est elle-même qui passe à l'acte. À la fin, Rumi est internée dans un hôpital psychiatrique. Devant un miroir, elle voit encore le reflet de l'idole Mima, son propre visage ayant disparu, entièrement consumé par son délire. Mima, elle, regarde désormais vers le ciel, un ciel d'un bleu parfait. Elle a mûri, ses cheveux sont plus longs, elle n'est plus en transition pour devenir actrice, elle l'est devenue. Elle a accompli sa mue, quittant le monde des idoles pour entrer pleinement dans celui du cinéma, de l'adulte, du réel. Elle a accepté ce qu'elle est. Il n'y a plus de doute, plus de confusion, plus de crise identitaire. Les illusions se sont dissipées. Libérée des fantômes de son passé, elle avance. Même si elle demeure peut-être encore exploitée comme actrice, comme femme, elle a repris une part de contrôle. Elle a fait un choix, et ce choix lui appartient. La dernière réplique du film est « Non, je suis réelle ». Cette réplique résume ce cheminement. L'interprétation la plus répandue veut que Mima ait évolué, qu'elle ne soit plus prisonnière de l'idéalisation toxique. Elle sourit à son reflet. La lumière blanche qui l'éblouissait toujours est maintenant derrière elle. Devant elle s'étend un ciel bleu pur, symbole d'espoir, d'avenir. Mais une autre lecture subsiste. Certains remarquent que dans la version japonaise, cette dernière phrase est prononcée par la doubleuse de Rumi. Et si ce n'était pas Mima, mais Rumi? Et si tout n'avait été que les hallucinations de cette dernière? Ou bien s'agit-il de Yoko, personnage de fiction prise dans une réalité parallèle, convaincue d'être devenue une actrice reconnue, nommée Mima? Il existe une multitude d'interprétations de la fin, et aucune n'est définitive. Peut-être est-ce là le véritable propos du film, nous rappeler que notre identité elle-même n'est jamais totalement stable, ni assurée. Alors plutôt que de clore sur une explication, peut-être faut-il accepter de rester dans cette incertitude, dans ce flou parfait. Perfect Blue est un miroir, et chaque spectateur y voit son propre reflet. Merci de m'avoir écouté.